Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque pour 2025, j'ai décidé dans mon petit carnet de lecture de noter les lectures sous un format mensuel, les lectures que j'ai faites, mais aussi les films et les séries que j'ai vues ce mois-ci. Et du coup j'avais envie de vous en parler. Et ça tombe plutôt bien que j'ai choisi ce format parce que j'ai pas tellement lu, par contre j'ai vu pas mal de films et de séries. Je vous propose qu'on commence avec les lectures et on enchaînera avec les films et séries. C'est parti! En janvier, j'ai lu 5 livres. Dit comme ça peut paraître plutôt pas mal, mais en fait, parmi ces livres-là, il y avait 4 mangas, donc autant vous dire que normalement, ça se lit plutôt vite, et il y avait un documentaire. Les 4 mangas, c'est tout simplement la fin d'une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada et dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il s'agit du bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, et du coup j'ai lu les tomes 7 à 10. Alors le bateau de Thésée, c'est l'histoire d'une famille qui est complètement éclatée, brisée par un drame, par une affaire glaçante. C'est en fait une famille dont le père, qui est policier, est accusé du meurtre de pratiquement toute une classe entière de jeunes enfants. Et les enfants de ce monsieur qui est donc emprisonné vivent une vie très compliquée dans le sens où plus personne ne veut leur adresser la parole puisqu'ils deviennent un peu les enfants et la famille du meurtrier. Le plus jeune des 3 enfants de cette famille va se retrouver projeté dans le passé et à travers son voyage temporel, il va essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé à cette époque-là puisqu'il est projeté quelques semaines avant la tuerie de masse et il va essayer de voir qui est le véritable meurtrier puisque il n'a jamais vraiment cru, ou du moins il n'est pas tout à fait sûr que ce soit son père qui ait tué toutes ces personnes. C'est une série de mangas qui se termine en 10 tomes, donc je l'ai terminée en janvier et honnêtement je l'ai beaucoup aimé. Pourtant, je lis assez peu de policiers et de thrillers, mais je trouvais que dans le format manga, ça passe super bien. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment le dessin qui est très beau, très bien fait, parfois très détaillé, parfois très sombre. Et on a notamment le meurtrier, vous le verrez si vous lisez cette série, le meurtrier qui envoie des dessins, qui enregistre sa voix sur des cassettes, qui racontent les crimes qu'il commet. Et les dessins qu'il envoie sont très simples et à la fois glaçants. On dirait vraiment un schizophrène qui dessine ces choses-là, ou quelqu'un qui a un trouble mental très fort. Et c'est des dessins qui vous font vraiment flipper. Et je me souviens que dans les 4 derniers tomes que j'ai lus, il y a un moment où sur la fin du manga, j'avais peur de tourner les pages parce que je me disais oh mon dieu mais qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vraiment une série qui vous tient en haleine. Elle est très bien ficelée au niveau du voyage temporel, c'est bien maîtrisé. Il y a forcément toutes ces questions de comment l'intervention de Shin Tamura, donc le personnage principal, ses interventions dans le passé, comment est-ce qu'elles vont modifier ou pas l'avenir. Et du coup c'est vraiment très bien fait. Et en plus de ça, le voyage temporel apporte vraiment quelque chose à l'intrigue, et même plusieurs choses dont des bouts d'intrigue auxquels on ne s'attend pas forcément. Et du coup c'est vraiment un très bon thriller avec beaucoup de suspense, avec un côté très flippant à certains moments qui vous tient en haleine en tant que lecteur ou que lectrice. Et du coup c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu et j'ai dévoré la fin en janvier. L'autre livre que j'ai lu ce mois-ci, en plus de cette série de mangas, c'est un documentaire qui s'appelle Dans la tête des bébés, écrit par Florence Millot. Alors pareil, je vous en ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente puisque j'avais mis ce livre-là
dans mon Cold Winter Challenge. Et en fait, donc Dans la tête des bébés, c'est un livre documentaire qui s'intéresse à l'évolution du bébé. Ça commence un tout petit peu in utero, donc quelles sont les différentes compétences du bébé avant sa naissance, et ça va jusqu'à ses 18 mois, si je vous dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, on a quelques pages, mois par mois, qui vont décortiquer un petit peu l'évolution du bébé. Et c'est assez original parce que ça se présente un petit peu comme un dialogue entre les parents et l'enfant, puisque vous voyez à chaque fois, pour chaque tranche d'âge, pour chaque mois qui passe, le parent qui pose une question, qui dit est-ce que c'est normal qu'à cet âge-là tu fasses ça? Et l'enfant qui répond oui, je fais ça parce que. Et du coup, ça explique tout plein de choses sur le développement du bébé. Vous avez des notions comme par exemple le réflexe de Moro. Voilà, j'ai appris plein de choses comme ça. Et du coup, c'est assez chouette. Personnellement, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je l'ai rendu. Mais c'est un bon livre à avoir sous le coude pendant toute la première année et même plus de votre enfant, parce que du coup, vous pouvez aller piocher mois par mois ce qui se passe. Moi, du coup, je l'ai lu d'une traite. Et au final, vu que je l'ai rendu, j'oublierai sûrement des choses avant qu'elles ne se produisent. Mais du coup, c'est bien. Enfin, en tout cas, ça fait partie des livres que vous pouvez acheter pour le coup. J'invite souvent les gens à emprunter à la médiathèque, et c'est toujours le cas, je vous invite à emprunter en médiathèque. Mais voilà, pour ce cas de figure là, sur un truc comme ça qui se fait sur la durée, c'est bien de l'avoir sous le coude, et c'est vraiment très intéressant. On passe maintenant aux films et séries que j'ai vus en janvier. J'en ai vu pas mal, tout simplement parce que on est dans un mois un petit peu frisqué, on n'a pas forcément trop envie de sortir, et en plus de ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai un enfant depuis peu, et je l'allaite. Et en fait, quand je l'allaite, eh ben, je peux pas faire grand chose. J'ai les mains prises, je peux pas toujours lire, des fois j'y arrive, ça dépend de la position, mais la plupart du temps, j'ai les mains prises, je tiens bébé pendant qu'il se nourrit, et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me mets une petite série ou un petit film, et comme ça, petit à petit, je regarde plein de choses. Le petit défaut que j'ai, c'est que j'aime un peu trop revoir des choses que j'ai déjà vues. Du coup, il y a des séries dont vous aurez peut-être déjà entendu parler, en tout cas que moi j'avais déjà vu, mais c'est pas grave. Et il y a quand même des choses que j'ai découvertes, et je vous propose qu'on commence d'abord avec les films. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses que j'ai plutôt tendance à regarder avec mon chéri, et vous allez voir la grosse différence entre ce que je regarde avec mon chéri et ce que je regarde pour moi, parce que ce que je regarde pour moi, c'est majoritairement à 95% des trucs cuculapraline, et ce que je regarde avec mon chéri, c'est un peu plus diversifié. Voilà, il y a un peu plus de films d'action, donc vous allez vite comprendre, et vous pouvez chez vous essayer de deviner qu'est-ce que j'ai vu toute seule et qu'est-ce que j'ai vu avec mon chéri, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Au niveau des films, j'ai eu un gros coup de cœur pour Ad Vitam avec Guillaume Canet. Il est dispo sur Netflix, et j'ai été très agréablement surprise par ce film d'action qui a à la fois plein d'action mais aussi plein d'émotions. J'ai entendu parler de ce film via un podcast auquel Guillaume Canet participait. Je crois que c'est un épisode de Légende, si vous en avez déjà entendu parler. Et dans ce film, on suit un personnage qui est membre du GIGN, qui un jour fait une boulette et qui est du coup forcé de démissionner, qui est renvoyé. Le truc, c'est que la boulette entre guillemets qu'il a commise, elle est pas si anodine que ça, et il va se retrouver poursuivi par certaines personnes, et là-dedans, il va essayer de sauver sa peau, de sauver la peau de sa femme aussi, qui elle-même était membre du GIGN et qui est au moment du film enceinte. Et bref, c'est toute une intrigue comme ça où il essaye à la fois de sauver sa peau, mais aussi de démontrer que la boulette qu'il a faite n'était pas si anodine, et que peut-être que les personnes qui l'a abattu étaient véritablement malveillantes, malfaisantes. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'était une très belle découverte, pleine d'action du coup, et aussi pleine d'émotions. Je vous dis pas comment j'ai pleuré à la fin. Mais bon, ça c'est notamment lié au personnage de sa femme qui est enceinte et tout ça. Donc je vous en dis pas plus, mais c'était une très belle découverte. Donc si vous avez envie de tenter un film d'action à la française, c'était vraiment pas mal. Côté film, j'ai aussi vu une comédie d'action
assez amusante avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. JCVD. Et ça s'appelle Le Jardinier, donc c'est un peu déjanté comme comédie d'action. En même temps, quand vous me dites Michael Youn et Jean-Claude Van Damme dans le même film, forcément, ça donne quelque chose d'assez étonnant, explosif, déjanté. Et c'était plutôt rigolo. Ça se laisse regarder. Et c'était vraiment... voilà, je me suis bien amusée en le regardant. Alors du coup, l'histoire, c'est Michael Youn qui incarne un personnage qui est un politique et qui se retrouve attaqué chez lui. Et en fait, la personne qui le défend, c'est son jardinier. Et devinez qui est le jardinier. JCVD. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, à part que j'ai adoré le fait qu'il y ait un personnage bébé dans l'histoire. Et parce que du coup, il y a plein de petites anecdotes, de petits moments qui me faisaient trop penser à ce que je vis en ce moment. Par exemple, à un moment donné, vous voyez Michael Youn qui porte le bébé et qui est comme ça et qui dit oh là là, qu'est-ce que c'est long de lui faire faire son rôle. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc rien que pour ça, j'ai bien aimé Le Jardinier. L'année dernière, je m'étais refait les 3 premiers Matrix, enfin la trilogie d'origine, en me disant comme ça, je pourrais voir le 4e prochainement, et puis j'ai un peu tout laissé tomber, mais je me suis rattrapée ce mois-ci, donc en janvier, puisque ça y est, j'ai enfin vu le 4e volet de Matrix. Je vous spoil pas la trilogie d'origine si vous ne l'avez pas vue, mais je vous invite à la voir. C'est vraiment un film d'action qui est super, à la fois film d'action et un peu ce côté science-fiction, ce film qui vous rentre dans le cerveau et qui le fait disjoncter de différentes manières. Ça c'est vraiment vraiment chouette. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le 4e, c'est qu'il est à la fois proche des 3 premiers, dans le sens où il reprend les mêmes acteurs et c'est génial de retrouver les acteurs d'origine, et en même temps il innove, notamment avec un côté un petit peu actuel, j'ai envie de dire, avec le pitch de base qui est que Neo, du coup le personnage principal, est en fait un mec qui crée des jeux vidéo, notamment un jeu vidéo qui s'appelle Matrix. Et du coup, ça nous brain un petit peu dans cette histoire. Et ça nous donne l'impression que depuis le début, depuis toute cette trilogie, en fait, tout ça n'était qu'un jeu vidéo. Je vous en dis pas plus, l'histoire est encore une fois géniale. C'était un bon moyen, je trouve, de retrouver les acteurs d'origine et de replonger dans un 4e volet. Moi j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire oh là là c'est du fanservice. Mais personnellement ça m'a bien plu. Sur Netflix, j'ai vu un film que j'avais envie de voir depuis longtemps qui s'appelle Le Chant du Loup avec François Civil notamment. Donc c'est un film français qui parle de sous-marins, pour la faire un peu courte, mais plus précisément c'est l'histoire d'un jeune homme qui est du coup incarné par François Civil, qui est, je crois que ça s'appelle Oreille d'or. Donc en fait c'est les personnes dans les sous-marins qui arrivent à l'oreille avec des casques, etc., à entendre les bruits qui se passent à l'extérieur du sous-marin et à identifier si ce sont plutôt des animaux marins ou plutôt des bateaux, des sous-marins, etc. Et ils arrivent à un niveau de précision vraiment extrême à identifier par exemple le nombre d'hélices, etc., etc. Et en les compilant avec la base de données de la marine, ils arrivent à savoir si c'est plutôt des sous-marins, j'en sais rien, russes, français, etc. Et donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui est dans la marine. Et voilà. Donc ce personnage aspire à identifier quelque chose dont il est persuadé que c'est un sous-marin. Mais sa hiérarchie lui dit que en fait c'est un drone ou quelque chose comme ça. Et il persiste à vouloir fouiller dans les archives pour essayer de retrouver véritablement ce que c'était. Et de fil en aiguille, l'histoire se complexifie. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment un film qui est lui aussi plein d'émotions, plein de tensions, de suspense, avec ce côté marin, un petit peu huis clos quand on se retrouve dans le sous-marin et on se dit est-ce qu'ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc beaucoup de suspense et beaucoup d'émotions à la fois, donc vraiment un très beau film. Toujours sur Netflix, j'ai également vu le film La méthode Williams qui raconte l'histoire de la famille Williams, donc vous les connaissez sûrement à travers le nom de Serena Williams. Donc voilà, ça va être un film qui est un biopic sur l'histoire des Williams
et qui parle de Serena Williams mais aussi de Venus Williams et également de leur père qui a mis en place un petit peu une méthode d'entraînement et ce papa est incarné par Will Smith si je vous dis pas de bêtises. Je crois d'ailleurs qu'il a reçu un prix, alors je sais pas si c'était un Oscar ou quelque chose comme ça pour ce film. Et donc c'est à la fois émouvant, encore une fois, comme beaucoup des films que je regarde, mais aussi très chouette sur voilà, l'histoire de cette famille et comment ce père s'est dit un jour, tiens, je vais faire 2 filles, je veux les entraîner à bloc au tennis et ça va devenir des championnes. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de la méthode Williams. Et c'était vraiment très bien à regarder, très bien incarné au niveau du rôle du père, j'ai trouvé. Et au niveau du rôle des filles aussi. Et puis ça m'a appris pas mal de choses sur le tennis. Je suis pas une grande sportive de base, mais mon chéri aime beaucoup le tennis et donc c'était un bon moyen de regarder un petit peu de ce sport-là. Ensuite, classique, on s'est fait un Spider-Man. Alors je sais plus lequel c'est parce qu'il y a trop de Spider-Man. C'est celui où il y a les 3 Spider-Man réunis. Vous savez, les 3 acteurs qui ont incarné Spider-Man dans les films. Tobey Maguire, Andrew Garfield, si je vous dis pas de bêtises, et Tom Holland. Et du coup, ça part d'une histoire où il y a Tom Holland et à un moment donné, il fait une boulette avec Doctor Strange. Je ne sais plus parler. Il fait une boulette avec Doctor Strange et le multivers s'ouvre et il se passe que toutes les personnes qui connaissent Spider-Man dans les autres univers sont attirées dans l'univers dans lequel évolue le Spider-Man incarné par Tom Holland. C'est un peu compliqué de vous résumer ça, mais du coup on se retrouve avec un peu tous les méchants qu'on a connus dans les différents films avec les autres Spider-Man et aussi avec les Spider-Man incarnés par les autres acteurs. C'est chiant à expliquer ce film, mais franchement c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé le côté on retrouve les anciens acteurs. Vous remarquerez que c'est quelque chose que j'aime assez bien finalement, parce que je suis une grande nostalgique, voilà, tout simplement. Et du coup ce film m'a bien plu. C'est pas un film tout récent, mais un petit peu d'action de temps en temps, ça fait pas de mal. Et pour terminer avec les films, vous vous doutez qu'en tant que grande lectrice, je me suis jetée sur Tout le bleu du ciel, l'adaptation du roman de Melissa d'Acosta. J'avais adoré son roman. J'avais rencontré l'autrice en dédicace, elle m'avait dédicacé l'exemplaire et tout, c'était juste... voilà, j'étais très émue de la rencontrer, de l'écouter et surtout de la lire. J'ai été mitigée sur le film. Je m'en veux un peu d'avoir été mitigée parce que je sais que l'autrice a reçu énormément de messages de déception de la part de ses fans qui disaient oui, ce film, enfin bref, qui le critiquaient. Moi je suis pas là pour le critiquer, je suis là pour donner mon avis qui est du coup un peu partagé. J'ai adoré. Pour commencer, on commence par ce qui est bien. J'ai adoré retrouver l'histoire de Tout le bleu du ciel et les 2 personnages. J'ai moins aimé l'acteur qui incarnait Émile parce que dans mon souvenir il était beaucoup plus jeune que ça. Mais j'ai pas trouvé que ça gênait beaucoup l'histoire. J'aurais aimé retrouver un petit peu plus le côté nature, paysage, etc. Et le film, lui, se concentre plutôt sur la relation entre Johan et Émile, les 2 personnages principaux. Je me rends compte que je vous ai pas fait le pitch parce que je suis partie du principe que vous connaissiez déjà l'histoire parce que ce roman a été énormément lu, mais au cas où vous ne connaissiez pas, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Émile qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui ne veut pas passer le restant de ses jours à l'hôpital. Du coup, il lance une bouteille à la mer, une petite annonce dans laquelle il dit qu'il veut partir en voyage et qu'il cherche un compagnon de voyage pour l'accompagner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? A few moments later. J'en étais où? J'en étais à Tout le bleu du ciel et je vous racontais que Émile était victime d'un Alzheimer précoce et donc qui partait en voyage, voilà, qui lançait une bouteille à la mer avec sa petite annonce pour partir en voyage avec quelqu'un. Et donc la personne qui décide de l'accompagner, c'est Joanne. Et donc dans le film, on retrouve en fait surtout l'intrigue entre ces 2 personnages et leur relation. Les réalisateurs ont pris quelques libertés, mais c'est normal dans une adaptation. Et ce que disait Melissa d'Acosta dans un post Facebook qu'elle a fait, c'est que forcément, quand on adapte un film, on est un peu obligé de se concentrer sur l'un des éléments phares, une intrigue, une trame narrative. Et c'est vrai que quand on adapte un film, on peut pas mettre tout ce qu'il y a dans le livre. Et du coup,
Je pense que les lecteurs, comme souvent, ont été un petit peu frustrés dans le sens où nous, on a envie de retrouver tous les détails du livre parce qu'on a adoré le livre. Et en même temps, c'est difficile à faire comme exercice. Et du coup, voilà, le parti pris des réalisateurs, ça a été de se concentrer sur l'histoire de Émile et Joanne. Et je trouve que à ce niveau-là, c'était plutôt bien fait. Les émotions étaient plutôt bien retranscrites. Et même si j'aurais aimé retrouver le côté aventure, paysage, nature, etc., je trouve que si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez quand même apprécier le film en vous disant c'est plutôt un film sympathique. Voilà, c'est un peu mon bilan mitigé sur ce film, mais je crois que le fait que mon bilan soit mitigé, c'est parce que j'ai beaucoup trop aimé le livre, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi un peu cette vague de déception, notamment sur les réseaux sociaux. C'est parce que en fait, c'est dur de faire un film qui soit à la hauteur d'un bouquin, et donc ça prouve à quel point le bouquin était bien. Donc, Mélissa d'Acosta, si tu nous écoutes, sache que c'était juste pour ça. Oh là 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 là, on a un petit bout qui se réveille de la sieste. Je vous laisse et si possible je vous reprends tout à l'heure. A few moments later. Le petit bout a ouvert un œil, il l'a refermé. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais c'est l'heure pour moi de vous parler des séries. On va faire vite du coup, c'est parti. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais bien revoir des trucs que j'avais déjà vus, notamment quand c'est des séries doudou. Et c'est le cas pour les 3 saisons d'Heartstopper que je me suis refaite en janvier. J'ai vraiment bouffé des séries et des films ce mois-ci, c'est abusé. Mais c'est pas grave, comme ça je peux vous en parler. Et pour le coup, c'est une excellente adaptation. De base, le roman graphique qui est du coup écrit par Alice Oseman est absolument mignon, plein de douceur et de délicatesse. C'est vraiment un roman graphique doudou pour moi que j'ai lui aussi lu et relu. Pour l'instant, il y a 5 tomes et on attend avec impatience le 6e. Et donc, il y a 3 saisons qui sont sorties et je trouve que l'adaptation est très bien faite. On retrouve tous les personnages qui sont cités dans le roman graphique et on retrouve toutes leurs relations et c'est génial parce que Alice Oseman aborde avec beaucoup de douceur tout ce qui touche au sujet LGBTQIA+, à l'identité, à la transidentité, l'identité de genre, enfin plein de choses super intéressantes et vraiment sous un angle qui est à la fois, je sais pas comment vous dire, mais c'est d'une douceur, c'est vraiment génial. Et la série est top, les acteurs sont trop bien choisis pour incarner les personnages, notamment le duo Nick et Charlie, qui sont les 2 personnages principaux. Si jamais vous connaissez pas Stopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie disons que Charlie est ouvertement gay, il s'est malheureusement fait outer, c'est-à-dire qu'on a révélé qu'il était gay malgré lui, c'est pas lui qui a choisi de le dire aux autres. Donc il a été outé malheureusement et toute son école sait qu'il est gay. Il en garde beaucoup de séquelles parce que c'est extrêmement difficile pour lui d'avoir été notamment harcelé à cause du fait que quelqu'un ait révélé dans son dos qu'il était gay. Et donc évidemment c'est très compliqué pour lui, il est très facilement renfermé et il subit beaucoup de troubles suite à ça, troubles qui se développent de tome en tome et dont on parle de plus en plus au fil du roman graphique et au fil de la série. Et le personnage de Charlie, pardon, j'arrive plus à parler, va avoir un énorme crush sur Nicholas Nelson, alias Nick, qui est à première vue le mec hétéro de base, rugbyman, etc. Et tous ses potes, tous les potes de Charlie lui disent arrête de flasher sur lui, tu vois bien qu'il est hétéro. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est comme ça qu'Alice Oseman parvient à explorer l'identité de genre et qu'elle parvient à explorer l'identité sexuelle, qu'elle parvient à explorer plein de choses comme ça. Et c'est juste génial et c'est tellement doudou. Et la série est tellement chouette que, comme vous pouvez le voir, je me suis refait les 3 saisons. Niveau série, j'ai également continué une série sur Netflix que j'aime beaucoup, qui est elle aussi adaptée d'une série de romans, mais cette fois-ci, je n'ai pas lu les romans. Je me dis que peut-être qu'un jour je les tenterai. Il s'agit de Virgin River. Alors,
Ça fait un peu partie des séries Cucul la praline que j'aime bien regarder. Virgin River, c'est l'histoire de Mel, qui est une infirmière qui, suite à la mort de son mari et à la mort de sa fille à sa naissance, c'est vraiment très joyeux hein, le début de l'histoire, décide de quitter sa ville d'origine et de s'exiler dans un petit village qui s'appelle Virgin River pour y exercer en tant qu'infirmière. Donc il y a vraiment ce côté petit village à l'américaine où tout le monde est à la fois très soudé mais où aussi les potins vont très très vite avec plein de personnages hauts en couleur et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces séries-là, j'avoue. Et du coup, la 6e saison est tout aussi chouette que toutes les autres, j'ai trouvé. Et donc, je me suis régalée en regardant Virgin River. Et la dernière série que j'ai vue et terminée, oups, ce mois-ci, c'est XO Kitty. J'hésitais vraiment à me lancer dans cette petite série mignonne. Et finalement, j'ai pas regretté, je l'ai bouffée en quelques jours. Sachant qu'il y a déjà 2 saisons qui sont sorties. Alors, je suis pas une spécialiste des séries coréennes, alors je sais pas trop si c'est une série coréenne d'origine ou si c'est une série américaine qui s'inspire des séries coréennes. Je crois que c'est plutôt ça, puisque du coup on suit Kitty, alias Catherine Song Koei, qui est du coup une américaine, qui est du coup à moitié américaine, à moitié coréenne, qui décide de rejoindre son petit ami en Corée. On est très très proche du réveil de bébé, donc je vais pas trop m'attarder sur XO Kitty. Je vous disais en gros que c'est une jeune américano-coréenne qui repart en Corée pour retrouver son petit ami qui s'appelle Dae. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça s'écrit D-A-E. Et en fait, quand elle arrive là-bas, donc de base elle va le voir lui, mais elle retourne aussi sur les traces de sa propre mère. Et donc quand elle arrive pour sauter dans les bras de Dae et l'embrasser pour la première fois, ce dont elle rêve depuis fort longtemps, elle tombe nez à nez avec la copine de Dae. Bon, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va parler notamment de fake dating, donc c'est-à-dire des fausses relations amoureuses, etc. Il y a aussi plein de personnages, notamment des personnages LGBT, et du coup c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est toujours trop bien d'aborder toutes ces thématiques-là avec plein de diversité, et je trouve que petit à petit on commence dans les séries à avoir plein de diversité et je trouve ça trop chouette. Et donc cette série m'a beaucoup plu. Si vous avez envie d'une petite série mignonne, pleine de rebondissements, pleine de drama, avec des personnages hauts en couleur, XO Kitty, c'est vraiment pas mal, je recommande. Et voilà, comme bébé est en train de se réveiller et que j'ai fini de vous parler de ce dont je voulais vous parler, je vais vous laisser. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Et si ce format vous plaît, eh bien on se retrouvera notamment avec le petit bilan lecture, film et série de février. Voilà, je vous ferai peut-être d'autres vidéos entre temps, mais celle-ci est au programme si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je shoot dans je sais pas quoi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et faites de bonnes lectures. Ciao!